Bien, bonjour. Je suis un petit peu comme le troisième mari d'Elizabeth Taylor le soir de ses noces. C'est-à-dire, je comprends ce qu'on attend de moi. Je ne suis pas sûr de renouveler le genre à cette heure de l'après-midi. Le titre de mon intervention, c'est... oui, vous pouvez mettre ça, oui, effectivement. De quoi le catastrophisme climatique est-il le nom aujourd'hui ? Je vais essayer de démontrer que c'est surtout aujourd'hui l'idéologie de la régression occidentale, et c'est même de la grande répression occidentale qui est derrière. Alors j'ai pris l'image d'une fable de La Fontaine célèbre, l'astrologue qui tombe dans un puits. C'est-à-dire qu'il regarde les étoiles, il prévoit des choses, il n'a pas vu qu'il y avait un énorme trou, et il va tomber dedans. Je pense que c'est une bonne image de ça. Alors, je dirais, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, notamment pour les écolos qui sont ici, je ne cherche pas à contester que le climat évolue, je crois que ce serait absurde, mais je voudrais essayer de mettre l'accent sur le fait, d'une part, qu'on nous présente systématiquement d'une façon apocalyptique et mortifère ces évolutions. Bon, c'est ce qu'ont dit c'est ce qu'ont dit beaucoup d'orateurs depuis ce matin. Mais je voudrais surtout insister sur les conséquences particulièrement perverses, régressives, qu'en tirent nos gouvernements. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. La peur n'est pas neutre, elle a une fonction particulière qui est en clair de nous vendre notre propre régression, mais avec le sourire. Tout va bien. Alors, premièrement, ce matin, on l'a évoqué, la peur climatique a un effet psychologiquement régressif sur notre civilisation. Nos ancêtres ont conquis le monde. Ils ont parcouru tous les continents. Ils se sont adaptés à tous les climats, les plus froids, les plus chauds. Ils ont eu une attitude positive et faustienne devant la vie. Rappelons aussi que les progressistes, jusqu'à présent, nous promettaient un avenir radieux, grâce à la science, grâce à la raison qui tonne en son cratère, comme dit une chanson célèbre, grâce au grand soir social. Tout ça est complètement annulé aujourd'hui, parce que la peur climatique inverse d'une façon dramatique notre façon de nous projeter dans le monde. Et aujourd'hui, nous vivons une inversion du progressisme qui nous promet désormais l'apocalypse. Tout le monde en a parlé. Pourquoi ? Fondamentalement pour nous domestiquer. Alors donc, on a vu ce matin, le changement climatique nous est toujours présenté d'une façon nihiliste, effrayante. On ne nous dit pas, par exemple, que le réchauffement du climat favorise l'agriculture dans des zones froides. On ne nous dit pas que des pluies permettent de transformer des zones qui étaient autrefois arides en zones adaptées à l'agriculture. On ne nous dit pas que ça permet de diminuer les besoins de chauffage dans le nord. On ne nous dit pas que la fonte des glaces permet d'ouvrir une nouvelle route maritime du nord qui est beaucoup plus... Pourrait permettre. De quoi ? Oui, la fonte des glaces. Oui, d'accord. Mais enfin, en tout cas, ce qui est réel, c'est qu'on ouvre aujourd'hui une nouvelle route maritime du nord, qui est en cours. Cher ami, si. Ah non, mais alors là, vous comprenez, là c'est plus possible. Là. C'est du sabotage, là. C'est pas ouvert, ça va peut-être être ouvert. Ça va être ouvert avec les brise-glaces qui sont en cours aujourd'hui. Vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'ils travaillent ensemble, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas tout à fait. Bon, de fait, ce qui me paraît frappant, c'est que cet alarmisme nous permet de régresser. On revient aux grandes peurs millénaristes, aux grandes peurs. On revient au temps des flagellants, je crois que ça a été évoqué ce matin, avec une petite différence quand même, c'est que les flagellants, autour de l'an 1000, se flagellaient eux-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, les flagellants flagellent les autres. Ils nous flagellent. C'est pas tout à fait pareil. Mais moi, ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'on voit aujourd'hui le retour de certaines hérésies religieuses classiques, notamment le catharisme. Le refus de procréer était une caractéristique des cathares. Le rejet du monde, qui est une œuvre de Satan. Alors aujourd'hui, le Satan, c'est vous, c'est nous, c'est l'homme blanc
et la femme blanche occidentale. L'idée d'une nature intrinsèquement bonne à condition que l'homme ne soit pas là, idée tout à fait particulière. Et puis n'oublions pas aussi le thème de l'hypothèse Gaïa, hein, l'idée que la Terre, n'est-ce pas, aurait une sorte d'entité consciente qui nous renvoie quand même un petit peu aux anciens cultes de la Terre-Mère. Donc en fait, aujourd'hui, le catastrophisme nous fait revenir en arrière, c'est un point sur lequel je reviendrai, en particulier sur les religiosités pré-chrétiennes, fatalistes et surtout sacrificielles. Parce que pour sauver la planète, il faut que vous changiez votre mode de vie, il faut que nous changions notre mode de vie. Puis même l'idéal, ce serait même qu'on disparaisse, hein, comme on l'a vu. Alors, ce matin, un orateur a évoqué, juste avant de déjeuner, l'idée qu'il y avait un impact sur la jeunesse, oui. Je crois qu'il y a de nombreuses études qui montrent que ça perturbe quand même beaucoup. Alors, il paraît que c'est très positif. Non, en fait, il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a une partie très importante de la population jeune qui a la peur de l'avenir. Là aussi, c'est une très grande réussite, n'est-ce pas? Comment peut-on espérer se projeter dans le monde qui vient si on commence à avoir peur de l'avenir, hein? C'est quand même particulièrement dangereux. Donc on a aujourd'hui des jeunes, je suis désolé de le dire, qui ont des peurs de vieillards, qui ont peur de l'avenir. Ce n'est pas le meilleur moyen de se projeter dans le XXIe siècle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la peur climatique ne fait que s'ajouter à d'autres peurs, hein. Il n'y a pas que le climat qui fait peur, tout fait peur en fait, hein. L'immigration, la Russie, la Chine, le Covid, le chômage, la banqueroute, la dette, tout est organisé sur la peur. Et pourquoi? Parce que, notamment, il ne faut pas oublier que notre oligarchie organise aujourd'hui, depuis longtemps, la déconstruction de toutes les protections que nos ancêtres avaient inventées pour rendre la vie acceptable, la vie vivable, hein. Les mœurs, les frontières, les États, les familles, la protection sociale, enfin, on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Le fait même de déconstruire toutes ces protections crée la peur, crée l'incertitude de l'avenir. Et après ça, nos oligarchies ont beau jeu de dire que la santé mentale de la population est une grande cause nationale, maintenant internationale même. Bon, merveilleux. Alors, tout ceci est bien connu, on en a beaucoup parlé. Je voudrais plutôt insister maintenant sur les conséquences. Parce que, en fait, c'est pas uniquement... La peur climatique ne provoque pas uniquement une sorte de déstabilisation psychologique de la population, elle débouche aussi sur des conséquences concrètes, économiques, sociales, des conséquences régressives. Hein. En arrière, toutes. C'est ça notre slogan, le slogan aujourd'hui de l'écologie punitive. Alors d'abord, fondamentalement, cela ouvre la voie à ce que j'appellerais un nouveau malthusianisme de classe. Parce que l'idée sous-jacente de tous ces discours qu'on entend sur le climat et la planète, c'est de nous expliquer que pour sauver la planète, il faut, pour réduire les émissions de CO2, certains biens et certains services ne devraient plus être accessibles à la majorité de la population. Hein, comme par exemple, utiliser une auto personnelle, prendre l'avion, disposer d'une maison particulière, se chauffer, manger de la viande, voire même, pour certains, enterrer nos morts. C'est un privilège. Il faudrait maintenant plutôt les manger, comme le dit un Suédois, M. Magnus Söderlund. Très bien. Donc il s'agit, dans ce discours, on comprend bien pourquoi c'est un discours de classe, il ne s'agit pas de réduire ce que font les privilégiés. Eux, ils continuent de prendre l'avion pour aller au COP, pas de problème. Il s'agit de rationner tout le reste de la population, et notamment de la population occidentale. Rappelez-vous cet été, quand la ministre Pannier-Runacher expliquait qu'il ne fallait surtout pas utiliser la climatisation contre la chaleur, mais elle parlait dans une pièce qui était climatisée, comme tout le monde a pu le voir. Et c'est le discours continu de tous ces groupes, tous ces fanatiques du réchauffement. Il faut limiter. Il faut que les autres acceptent de limiter leur mode de vie. En Allemagne, les écolos, au Land de Berlin, ont préconisé de limiter l'usage de la voiture personnelle à 12 jours par an. En France, il y a un think tank qui a préconisé d'interdire 47% des routes à la circulation automobile.
pour préserver la planète, bien sûr. Bon. C'est donc une idéologie très particulière, hein, qui est « armons-nous et partez », voilà ce qu'on préconise pour vous, mais pour nous, c'est différent. Ce néo-malthusianisme a un inconvénient, évidemment, il véhicule une vision statique du monde. C'est le propre au malthusianisme, c'est statique. Parce qu'il sous-entend et même il diabolise l'idée que l'homme puisse éventuellement faire bouger les limites. Malthus, je le rappelle, qui est mort en 1834, a été démenti par beaucoup de choses, démenti par l'augmentation de la population mondiale, démenti par la croissance économique, démenti par la diversification des ressources naturelles, et surtout démenti, on le voit aujourd'hui, par l'éloignement perpétuel des catastrophes annoncées. Il ne faut pas oublier que l'alarmisme a aussi été porté par les États-Unis à un certain moment. Ce n'est pas complètement fortuit. Il s'agissait d'essayer de dissuader les émergents d'émerger, en quelque sorte. De leur dire, alors, attendez, vous ne pouvez pas faire comme nous, parce que sinon ça va menacer la planète. C'était du néocolonialisme climatique, comme pour reprendre l'expression de Fabien Bouglet. Et le fameux film d'Al Gore, dont on a souvent parlé depuis ce matin, évidemment, on était une des illustrations du fait que les États-Unis portaient aussi un peu cette idéologie. Alors, le problème de ce malthusianisme, c'est qu'il a des conséquences particulières sur la société. Il conduit fondamentalement à une société de contrôle, de monopole, qui colle, comme c'est curieux, parfaitement avec l'agenda post-démocratique de la superclasse mondiale. Une société intrinsèquement autoritaire qui instaure l'état d'urgence permanent au prétexte d'empêcher le désastre annoncé. C'est la fameuse urgence climatique. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on ne nous demande pas tant de nous adapter au changement climatique comme ont fait tous nos ancêtres depuis que l'homme est l'homme. On nous fait croire qu'on est capable d'empêcher les changements climatiques par les mesures que l'on prend. Et on ne pourrait les empêcher qu'en prenant des mesures toujours plus restrictives de l'activité humaine. Donc, si je prends le cas de l'Occident, ceux-là même qui sont incapables de faire quoi que ce soit de positif, qui ne savent même pas présenter un budget en équilibre, nous expliquent sans rire qu'ils sont capables de piloter le climat de la planète. D'ailleurs, si c'était le cas, je pense qu'il y aurait lieu de s'inquiéter, parce qu'il est très probable que l'ingénierie climatique aura les mêmes effets catastrophiques que l'ingénierie sociale que la gauche fait depuis très longtemps. Parce que, comme ça a été évoqué ce matin, l'intelligence humaine a sans doute beaucoup de mal à tenir compte des questions climatiques. D'ailleurs, je voudrais faire une petite incidente. Il faut se rappeler que la théorie du chaos, les théories sur les fractales, est justement née de l'analyse du climat et le fait qu'il était difficile de faire des prévisions précisément. Curieusement, tout ça a disparu. Aujourd'hui, nous avons des experts qui savent commander la planète, comme c'est curieux. En fait, ça génère une logique de fuite en avant perpétuelle, puisqu'on poursuit un objectif qui est difficilement atteignable. D'ailleurs, chaque COP passe son temps à dire « Ah ben, on ne va pas y arriver. Ah non, la température va être plus élevée que prévu. Ah non, le CO2, c'est pas ce qu'on attendait, etc. » Donc, le simple fait de poursuivre un objectif qui recule tout le temps crée évidemment une sorte de logique de fuite en avant perpétuelle et donc qui rend extrêmement dangereuse cette approche. Et c'est pour ça que nous sommes dans une logique où on regarde des choses qui sont hors de notre portée, en vérité. Alors, derrière, nous avons effectivement des gens qui poussent à la roue. C'est toute la logique de la fameuse inaction climatique, qui est portée par toute une série de groupes, qui est aujourd'hui maintenant de plus en plus relayée par les juges. Vous savez qu'il y a eu cet été, la Cour internationale de justice a pris une... Alors, ce n'est pas une décision, c'est un avis, mais qui a commencé à dire des États qui ne rempliraient pas leurs obligations climatiques se rendraient coupables et engageraient leurs responsabilités. On voit bien derrière que le juge apparaît, le pouvoir judiciaire. Et donc ça explique aussi
que la gauche a facilement pris la cause de l'écologie radicale et la cause climatique. Parce qu'en fait, ce n'est jamais qu'une sorte de nouvelle forme de progressisme. Il y a toutes les composantes du progressisme. Un objectif inatteignable, changer l'homme, mais derrière, évidemment, pour ça, il faut exercer son pouvoir sur la société et puis, si possible, bien sûr, faire taire les déviants, puisque ceux qui ne communient pas dans la nouvelle religion sont condamnés au bûcher médiatique et bientôt, sans doute, au bûcher judiciaire. Alors, en fait, cette vision des choses débouche fatalement sur une société de contrôle, de passe, de QR code, qu'on a expérimenté déjà avec le Covid, bien sûr, mais qui est en train de se mettre en place. Parce qu'en clair, ça veut dire quoi? C'est qu'on met en place une logique de permission conditionnelle en Occident. Vous aurez le droit de circuler, le droit de vous exprimer et même le droit de posséder, à condition quand même de respecter le standard climatique. Comme hier, il fallait respecter un standard sanitaire ou un standard diversitaire. Si vous ne respectez ça, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous sortez des clous, là, on vous réduira le droit. Il y a des projets sympathiques, par exemple, acheter de l'essence, vous aurez un crédit. Et puis quand vous aurez atteint votre crédit, vous ne pourrez plus acheter d'essence, vous ne pourrez plus vous déplacer. Voilà un bon système, c'est la vertu, et les nouvelles technologies le permettront. C'est pour ça que de plus en plus, pour beaucoup de nos concitoyens, les termes verts, écolo, durable, commencent à avoir une connotation négative. Il y avait un petit dessin dans Le Monde, il y a longtemps, je n'ai pas retrouvé, mais où on voyait un écolo, alors il y avait des petits moutons, tout ça, puis alors les gens disaient « Oh, il est gentil », tout ça. Et puis d'un seul coup, le même écolo disait « Bon, on va créer un impôt pour lutter contre le réchauffement ». Alors là, tout le monde disait « Oh, quel horrible écolo ». Alors bon, c'est ça. De plus en plus, cette idée que l'écologie, c'est une contrainte. Et une contrainte pas forcément très juste. Alors, enfin, je dirais, ce catastrophisme climatique, on a compris, c'est un magnifique moyen de verdir, pour la justifier, notre régression. La régression des Européens, la régression politique, économique, sociale des Européens. L'idée que pour sauver la planète, on devrait accepter une vie de pénurie, de restriction, de surveillance. À la surveillance, il y a des communes qui mettent en place des sacs transparents pour les déchets. Le sac transparent permettant de contrôler, puisqu'il y a des inspecteurs, comme en Allemagne, des inspecteurs de vos déchets. Ça permet évidemment de justifier cette grande régression que nous vivons. Le climato-catastrophisme sanctifie notre recul technologique, économique et social permanent au prétexte de sauver la planète. Comme le Green Deal européen, on le voit, programme lentement la destruction de l'industrie automobile, mais rassurez-nous, pour le plus grand profit de la Chine, comme l'idéologie antinucléaire portée par les ONG anglo-saxonnes et les Verts allemands, ne l'oublions pas, a surtout servi à déconstruire l'avantage économique que nous avions d'avoir une énergie décarbonée et bon marché. On sacrifie l'agriculture européenne. Ce n'est pas un problème pour Madame Rousseau. Je n'en ai rien à péter de leur rentabilité, déclare-t-elle. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité et de notre santé, ce n'est pas de la rentabilité, c'est de l'argent sale. Les Français s'appauvrissent et ont du mal à se nourrir correctement, ils achètent moins de viande, pas de problème. L'élevage est mauvais pour le CO2. Il y a du chômage, là aussi c'est une bonne nouvelle pour Sandrine Rousseau, parce que plus on travaille, plus on émet du carbone. Donc quand on est au chômage, on émet moins. Et d'ailleurs, quand nos usines ferment, ça fait baisser les émissions de CO2, donc c'est drôlement bien. La natalité s'effondre en France, ce n'est pas un problème. Je voudrais quand même rappeler ce que déclarait M. Yves Cochet en 2019, ancien député vert européen. Ne pas faire d'enfants supplémentaires, c'est le premier geste écologique. On en a parlé ce matin. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Je précise que je ne vise pas les pays les plus pauvres qui font plus d'enfants que les autres. Au contraire, dit-il, au contraire. Les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes.
Bref, on voit bien que tout ce discours est toujours le même. Hein. Plus on est pauvre, en arrière-toute. Hein. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les mouvements, les activistes écolos, qu'est-ce qu'ils font? Ils font généralement campagne contre le moindre projet industriel ou d'aménagement dans notre pays. Hein. Alors, c'est pas la peine de parler de réindustrialisation. À chaque fois, il y a toujours des mouvements, des violences même, contre ces projets. Alors, je regardais, en lisant dans Le Parisien, charmant journal de référence, à Sarcelles, c'est Le Parisien du 14 août. À Sarcelles, on ramasse les déchets en voiture à cheval, car, je cite, « le dispositif hippomobile est vertueux écologiquement ». Je n'oublierai pas, bien sûr, le vélo et la trottinette, qui sont notre avenir. Notre avenir. Hein. Mais oui. Notre avenir, pendant que l'Asie multiplie les trains à grande vitesse, les aéroports, et que la Chine s'affirme comme une puissance spatiale, mais nous serons à vélo. C'est ce qu'on disait, d'ailleurs, je crois me souvenir, en 1944. Les gens disaient, les Allemands, ils ont les V1 et les V2, et nous, on a les vélos. Voilà. Bon. À Paris, vous avez vu que la mairie nous explique qu'on doit vivre avec les rats. Pardon, les surmulots. Comme les agriculteurs doivent apprendre à vivre avec les sangliers et les loups. C'est du progrès, au nom de la biodiversité. Et Le Parisien, toujours lui, saluait le fait que, je cite, « après un siècle d'absence, voici le loup de retour en Île-de-France ». Ça, c'est une bonne chose, hein, une très bonne chose. Les rats, les loups, comme au Moyen-Âge, sans oublier la réduction de l'éclairage urbain dans 2 communes sur 3 en France, le fait qu'on ne nettoie plus les plates-bandes, y compris dans les cimetières, contrairement à ce que j'ai entendu dire ce matin. Bon, bref, voilà. Nous sommes, je dirais, confrontés un peu au même effet, d'une certaine façon, que l'Union soviétique lorsqu'elle a été confrontée à la guerre des étoiles de Reagan. C'est-à-dire nous précipiter dans une impasse au prétexte d'atteindre des objectifs chimériques. Hein, pendant que, vous avez noté, les États-Unis, aujourd'hui, se libèrent progressivement de toutes ces contraintes. Et en plus réussissent à nous vendre cher leur gaz de schiste. Là, d'ailleurs, les écolos, on ne les entend pas. C'est curieux, ils n'ont pas dû faire attention. Hein. Et pendant que, hélas, l'esprit prométhéen est en train de quitter l'Europe au profit de l'Asie. Alors, pour conclure, parce que je crois qu'il faut que je m'arrête, oui, c'est pas de ma faute, on a commencé en retard. Bon, alors donc, l'alarmisme climatique nous fait entrer un peu dans dans l'âge de la peste verte. Je vous signale, c'est un livre qu'avait écrit il y a longtemps Gérard Bramoulet, décédé aujourd'hui, en 1991, qui a fait cet ouvrage qui est passionnant et qui prévoyait, 30 ans à l'avance, l'instauration de cette espèce de fanatisme vert qui nous fait perdre fondamentalement le sens de la mesure et des réalités. Je rappelle qu'il y a un proverbe français qui dit « la peur est mauvaise conseillère ». Hein. D'abord, on nous fait oublier, bon ça c'est bien connu, mais je le rappelle quand même, que notre pays, certes important, ne pèse qu'une part infime des émissions mondiales de CO2, en admettant bien sûr que celles-ci soient vraiment à l'origine des transformations du climat. Donc ça veut dire qu'en clair, cet écologisme radical qu'on nous impose, il ne vise pas des objectifs climatiques. Le vrai objectif, c'est fondamentalement un objectif de contrôle social. Et ce n'est pas un objectif fortuit, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer en Occident? Nous assistons progressivement à la révolte de tous les peuples occidentaux contre le système. Et donc, il faut à tout prix l'empêcher, cette révolte. Et donc, il y a plusieurs moyens, mais il y a en particulier cette espèce d'autoritarisme et de contrôle de la population qui se met en place. Et puis surtout, et je termine par là, l'alarmisme climatique nous fait oublier, nous masque, ou, si j'étais même méchant, je dirais, sert à nous masquer des enjeux nettement plus immédiats. Le trou. D'une certaine façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pari de Pascal ne fonctionne pas très bien avec l'écologie punitive qui découle de l'alarmisme climatique. Nous perdons effectivement beaucoup de choses en nous y conformant pour des gains assez douteux. D'ailleurs, on nous parle,
il faut s'occuper des futures générations. Les mêmes qui nous expliquent qu'on ne doit pas faire d'enfants nous expliquent qu'il faut prendre des mesures pour protéger les futures générations. Comprenne qui pourra. Fondamentalement, enfin, je reviens sur ce qu'a dit l'orateur précédent, la peur climatique a aussi d'abord pour objectif de marginaliser d'autres inquiétudes de la population. C'est sans doute pas fortuit. D'ailleurs, vous noterez que l'essentiel, pas toutes, mais l'essentiel des mouvements et des groupes activistes écolos sont, comme par hasard, mondialistes également, wokistes et immigrationnistes, toujours. Donc, ce qui prouve bien qu'on se polarise sur certains sujets pour cacher les autres. On nous fait oublier en particulier un sujet que je considère particulièrement inquiétant, lui, c'est la lutte mondiale pour l'accaparement des ressources qui est en cours. Que ce soit les ressources en eau, les ressources énergétiques, les ressources en terres rares, où là, nous sommes, nous, complètement dans les choux, et l'Union européenne devient l'idiot du village global, pour reprendre une expression célèbre. La notion de planète, même, c'est un concept globaliste, comme le concept humanité. Qui dit humanité veut tromper, comme disait Proudhon. C'est pareil pour la planète. On nous fait oublier ce qui est proche. On nous fait oublier, on l'a vu ce matin aussi, la dégradation de notre environnement propre, l'entassement urbain, c'est un vrai sujet, je trouve, aujourd'hui, la disparition de notre identité de civilisation. Et puis l'alarmisme climatique nous empêche enfin, je dirais, d'affirmer une écologie positive, une écologie conforme à notre civilisation, une écologie, désolé de le dire, qui repose aussi sur une approche scientifique des choses et pas idéologique. Il y a des défis qu'il faut relever, et il faut les relever avec notre génie. Donc, conclusion, il faut arrêter de rêver. On ne changera pas le climat en roulant à vélo et en mangeant de la farine d'insectes. La seule chose que nous allons réussir à faire, c'est de sortir de l'histoire, pour le plus grand profit de ceux qui rêvent de nous mettre en servitude. Alors certes, il y a des Européens aujourd'hui qui partagent ce projet mortifère. Personnellement, je les considère comme des décadents. La seule catastrophe qui devrait nous inquiéter aujourd'hui, ce n'est pas celle du climat, c'est celle du déclin tragique de notre civilisation. Je vous remercie.